vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, Godard. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Cinéma, cinéma, de salle en salle et de film en film, je t'ai donné mon existence. Cinéma, cinéma. Bonjour à tous, aujourd'hui nous descendons en direction du nord de l'Italie, du côté de Parme, dans la région d'Émilie-Romagne. C'est ici que Bernardo Bertolucci a réalisé en 1976 sa grande fresque historique 1900 ou Novecento en italien, ce qui signifie 20e siècle. C'est un film hors norme, gigantesque, comme on n'en fait plus. Il ne raconte ni une année ni un siècle complet, mais un demi-siècle, du 27 janvier 1901, jour de la mort de Verdi, jusqu'au 25 avril 1945, jour de la libération de l'Italie. 50 ans d'histoire italienne sont racontés à travers la vie de deux familles, cohabitant dans un village au cœur de la campagne, celle des bourgeois propriétaires d'une terre et celle des paysans qui la travaillent. Leur lutte des classes sera perturbée par les deux guerres mondiales et marquée par l'avènement des deux grandes idéologies, le fascisme et le communisme. L'amitié, la famille, la politique, l'amour, la nature, tout se mélange dans ce grand récit épique et coloré où se rencontrent l'Italie, la France et l'Amérique, grâce à un casting magnifique, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Donald Sutherland. Mais au-delà de tout ça, c'est un film qui a une âme, comme le prouvent ses images qui forment autant de tableaux et sa musique composée par Ennio Morricone. Verdi est morto, Verdi est mort, c'est par cette annonce que débute la première partie du film, l'acte 1. Quand le grand compositeur italien meurt en 1901, c'est le 19e siècle qui meurt avec lui, et le 20e qui naît à sa suite. Car nous entendons aussitôt les cris d'un bébé. En réalité, deux garçons naissent le même jour, Olmo et Alfredo, le petit-fils du paysan et celui du patron. Une nouvelle génération arrive, mais en attendant qu'elle grandisse, les deux patriarches de famille, les deux grands-pères, règnent toujours. D'un côté, Alfredo Berlinghieri, joué par Burt Lancaster, est le propriétaire du domaine. Il porte le même prénom que son petit-fils. Et de l'autre, Leo Dalco, joué par Sterling Hayden, est le leader des paysans. Ces deux hommes d'autorité tiennent leur famille d'une main ferme. Leurs situations respectives les opposent, mais ils se respectent, car ils partagent les mêmes valeurs, celles de l'ancienne génération qui sera rapidement contrariée par l'apparition du progrès. Celui-ci fait irruption avec les machines agricoles modernes achetées par le fils d'Alfredo Berlinghieri, Giovanni. Ce fils, interprété par Romolo Valli, est en rupture avec ses aînés et n'a pas beaucoup de considération pour ces paysans qu'il sous-paye. C'est ce qui les poussera à faire grève, obligeant le patron à cultiver lui-même son trait. Le destin des deux patriarches sera différent. Le bourgeois finira de façon sinistre, fatigué, dépassé et frustré par la vieillesse, tandis que le paysan connaîtra au contraire une fin heureuse, après avoir vu pour la première fois de sa vie les patrons travailler à la place des paysans. J'aime cette chanson-là. Ouais. Pendant ce temps-là, les petits Olmo et Alfredo, enfants, passent leur temps ensemble à se défier continuellement dans les granges et dans les champs. S'ils se battent souvent à cause de leurs différences de conditions, une belle amitié se forge tout de même à mesure qu'ils découvrent la vie ensemble. Puis le temps passe et ils grandissent. Olmo apparaît alors sous les traits de Gérard Depardieu et Alfredo de Robert De Niro. Ils sont toujours amis, comme des frères, mais leur opposition sociale reste une barrière entre eux.
Olmo a dû aller à la guerre, la Première Guerre mondiale, alors qu'Alfredo en a été dispensé grâce à l'argent de son père, Giovanni, qui est le nouveau patron depuis la mort du grand-père. Il est de plus en plus dur avec les paysans, ce qui contrarie son fils Alfredo, qui lui les apprécie d'autant plus qu'Olmo est son meilleur ami. Olmo s'opposera au patron et rassemblera ses camarades sous la bannière du Parti communiste. De son côté, Alfredo restera passif. S'il ne cautionne pas le comportement tyrannique de son père, il ne s'y oppose pas non plus. Pas plus qu'au financement du fascisme par son père, en réaction à la poussée du communisme. Ce fascisme est incarné par Attila, l'homme à tout faire de Giovanni, incarné par le diabolique Donald Sutherland. Le premier acte, la première partie, se conclut en laissant entrevoir sa montée en puissance. La deuxième partie, l'acte 2, est la plus sombre. Il commence par un beau voyage où Alfredo et sa compagne nagent dans le bonheur, mais c'est un trompe-l'œil. Ils se marient peu de temps après, mais le jour de la cérémonie, Attila et sa compagne, Regina, violentent et tuent un enfant de la famille. Attila accuse ensuite Olmo du crime et le fait tabasser. La femme d'Alfredo le supplie de se débarrasser de cet homme dont la présence néfaste lui est insupportable, mais il s'y refuse. Et en plus de ça, il ne lui fait pas d'enfant. Résultat, elle sombre dans l'alcool, la dépression, et le film sombre lui dans le crépuscule de l'hiver. Face aux menaces fascistes, Olmo sera obligé de fuir et de rejoindre le maquis. Alfredo finit alors par se décider à virer Attila, mais ce sera trop tard. Sa lâcheté et sa passivité lui coûteront son bonheur et peut-être aussi son pouvoir lorsque viendra le jour de la libération et de la chute du fascisme. Allons-y, tous ensemble! Le paradoxe de 1900 est qu'il s'agit d'un film fleuve grandiose qui ambitionne de résumer un demi-siècle, mais il le fait à petite échelle, dans le microcosme d'une petite ville italienne que l'on ne quitte presque jamais. Et avec une petite galerie de personnages qui incarnent à eux seuls des idéologies ou des classes sociales beaucoup plus vastes. Cette histoire n'est pas l'adaptation d'un livre, c'est un scénario original écrit par le réalisateur Bernardo Bertolucci avec l'aide de son frère Giuseppe et de son collaborateur fétiche Franco Arcali. L'écriture lui a demandé 2 ans de travail. Ce n'était pas la première fois qu'il écrivait une grande fresque historique en collaboration, puisqu'il avait déjà écrit le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest avec Sergio Leone, Dario Argento et Sergio Donati. Mais il s'agit avec 1900 d'une histoire très personnelle qui s'inspire de sa propre enfance. Il est né à Parme, dans le nord de l'Italie, dans la région d'Émilie-Romagne. Il a vécu petit garçon dans une maison de campagne située non loin de là, à Casarola, dans la plaine du Pô. Son père était un poète reconnu. C'était donc une famille bourgeoise à la campagne, puis ils se sont retournés s'installer en ville et Bernardo a commencé sa carrière de cinéaste. Il s'est aussi passionné pour la politique et est devenu communiste. Mais il n'a pas vraiment participé au mouvement de contestation étudiant des années 60, car il était déjà trop vieux et en décalage générationnel avec les manifestants. Le cadre de cette histoire reprend donc les souvenirs de sa vie de petit garçon à la campagne. Il nous montre ensuite comment la grande histoire politique du siècle va s'y inscrire. Il s'identifie lui-même naturellement à Alfredo, donc à Robert De Niro, le bourgeois, qui a de la sympathie pour les paysans. Mais c'est Olmo qui l'admire car il représente son fantasme politique. Il l'idéalise, tout comme l'ensemble des paysans. Alors qu'au contraire, il insiste sur la décadence des bourgeois. Le grand-père se suicide, le fils est mauvais et le petit-fils est un lâche. Olmo! 1900 est un grand film politique, mais que raconte-t-il au juste ? Il nous montre que la lutte des classes sociales entre patrons et travailleurs existe depuis longtemps et que leur cohabitation pacifique pouvait se faire tant qu'il y avait un respect entre les deux. C'est le cas jusqu'au début du siècle avec les patriarches Berlinghieri et Dalco qui se font face sans animosité. Mais à partir du moment où la logique du profit conduit à une exploitation trop injuste, cette entente n'est plus possible. C'est le cas avec le comportement tyrannique du fils Berlinghieri, Giovanni. 1900 raconte alors le moment où cette entente va se briser et où vont naître les grandes passions idéologiques du siècle. Les paysans prennent conscience du fait qu'ils appartiennent tous à la même classe sociale et qu'ils sont maltraités. Ils finissent donc par s'unir et se révolter, ce qui leur donne du pouvoir. En réaction à cette réaction, les bourgeois vont eux aussi s'unir pour maintenir leur autorité en finançant le fascisme. Donc la thèse de Bertolucci est que la bourgeoisie n'est pas fasciste en tant que telle, mais que le fascisme en découle logiquement. Le réalisateur prend clairement parti pour les communistes. Il part dans des envolées lyriques et invente même à la fin un procès populaire fictif dans lequel les paysans tuent, de façon symbolique, le patron.
Pour autant, le cinéaste ne condamne pas la bourgeoisie de manière radicale. Au contraire, il s'inscrit dans la politique dite du compromis historique que porta le Parti communiste italien dans les années 70. Pour le dire vite, il s'agit de la volonté de son dirigeant de l'époque, Enrico Berlinguer, de s'allier avec le Parti démocrate chrétien alors au pouvoir, afin de participer au gouvernement. Dans 1900, l'amitié entre le patron Alfredo et le paysan Olmo, qui est le fil rouge du récit, incarne symboliquement cette alliance difficile. Avant 1900, Bertolucci avait déjà traité la question du fascisme et de la bourgeoisie décadente dans Le Conformiste, tourné en 1970 avec Jean-Louis Trintignant. C'est un thème que l'on retrouve dans plusieurs classiques italiens, comme Les damnés de Luchino Visconti, sorti en 1969. Visconti avec qui il partage le même goût de la fresque historique et familiale. C'est lui qui a réalisé Le Guépard, 10 ans plus tôt, qui s'est imposé comme le modèle italien du grand tableau historique. On y trouvait déjà Burt Lancaster, incarnant le prince Salina, un rôle faisant écho à celui de Berlinghieri. Il ne s'agissait pas d'un bourgeois cette fois-ci, mais d'un aristocrate, témoin lui aussi d'un vaste changement d'époque, et qui estimait avec résignation « il faut que tout change pour que rien ne change ». Mais 1900 n'est pas seulement une grande fresque intellectuelle, c'est avant tout un film charnel et cru, qui nous met au contact de la terre, du sang, de la merde, du sexe, où tout est palpable. Il n'est pas propre et aseptisé. Bertolucci a la même approche très brute que celle de son mentor Pasolini, qui n'hésite pas à être vulgaire, sale et cru, pour s'approcher au plus près de la réalité. Cela s'accorde avec son sujet, c'est avant tout un grand film sur le monde paysan, sublimé par la photographie grandiose de Vittorio Storaro, qui s'adapte à son rythme. Les couleurs de chaque saison sont bien marquées de sorte à constituer autant de chapitres bien identifiables du scénario. Au fil des saisons, nous passons ainsi du bonheur durant l'été au terrible hiver du fascisme triomphant, avant de revenir au soleil à la fin. Pour cela, il fallut un tournage exceptionnellement long d'1 an, portant le film à une durée de 5h30 divisée en 2 parties. Cette durée provoquera inévitablement de grosses difficultés au moment de la sortie en salle. Octobre 1974. À 30 km de Parme, au cœur de la campagne émilienne, Bernardo Bertolucci, loin des rumeurs du dernier tango à Paris, tourne 1900 Novecento dans l'enceinte d'une ferme abandonnée. Au programme 9 mois de tournage, c'est un record, pour une réalisation qui coûtera 7 millions de dollars dans le meilleur des cas. Le spectacle, ce ne sont ni les acteurs ni les figurants. Le spectacle, c'est Bertolucci jonglant avec le lourd appareil d'une grande production cinématographique. Il est là, toujours là, omniprésent, contrôlant les cadrages, dirigeant les comédiens, enchaînant prise sur prise à une vitesse stupéfiante. Pour finir, j'attire votre attention sur 2 autres grands films italiens qui ont merveilleusement réussi à filmer le monde paysan. Tout d'abord L'Arbre au sabot d'Ermanno Olmi, Palme d'Or en 1978, qui suit de façon extrêmement réaliste le quotidien laborieux d'une famille paysanne. On est ici très proche du documentaire, quasiment sans histoire, mais il parvient à atteindre une authenticité et une atmosphère assez uniques. Ensuite, Le moment de la vérité de Francesco Rosi, tourné en 1965. Il raconte le destin fascinant d'un jeune paysan espagnol qui deviendra un torero glorieux. Mais entre 2 spectacles, il retourne parfois voir sa famille dans son petit village, ce qui nous permet de contempler de sublimes images de la nature paysanne. Un chef-d'œuvre à redécouvrir absolument. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, toujours sur Radio B. Olmo, maintenant que te voilà grand, rappelle-toi bien ce que je te dis. Tu vas apprendre à lire, tu vas apprendre à écrire, mais tu resteras toujours Talco Olmo, fils de paysan. Crève la faim. Va aller au service militaire, tu verras le monde, tu vas même apprendre à obéir. Et puis à te faire botter le cul. Tu vas prendre femme, puis tu te crèveras pour élever tes enfants. T'apprendras à être bien patient. Mais toujours tu resteras Talco Olmo. Talco Olmo. Cette terre n'est pas faite pour un vieux.
Thank you.